rides only. Elle a 21 ans et toutes ses dents. Enfin non, pas vraiment, puisqu'elle a 4 dents de plus à sa transmission à l'arrière, à sa couronne à l'arrière. D'ailleurs, la transmission a évolué sur cette dernière génération du V-Strom. Le V-Strom, toujours deux machines, un modèle standard, mais plus un modèle XT, un modèle DE pour Dual Explorer, un modèle qui serait encore plus tout-terrain que l'ancienne XT. Bon, déjà, il y a des évolutions communes sur la standard et sur la DE. Ça va être un renforcement du cadre, ça va être des petites évolutions au niveau du moteur pour qu'il dissipe mieux sa chaleur. Ils ont revu également le régulateur de vitesse. Maintenant, il s'enclenche dès 2000 tours, c'est plutôt pas mal. Amélioration de la poignée de gaz et grosse évolution, c'est bien évidemment l'arrivée du shifter sur la plateforme V-Strom 1050. Ça, c'est une très bonne chose. On parle également de l'écran qui est tout nouveau. On a un tout nouveau TFT. Bon, maintenant, je vais vous parler de la DE. La DE qui marque vraiment cette dernière génération de la V-Strom. Mais c'était quoi les générations précédentes? Tu nous en parles un petit peu, Raph? Le premier DL1000 V-Strom arrive sur le marché en 2002. C'est un trail routier qui se distingue pour son cadre périmétrique en aluminium, au sein duquel est installé le bicylindre en L de la sportive TL 1000S. Moteur modifié bien entendu pour assurer plus de couple et de caractère. Il développe à l'époque 98 chevaux. Le modèle disparaît en 2009. Il faudra attendre 2014 pour que la deuxième génération de la DL1000 retrouve le marché français. Ce sera d'ailleurs la seule nouveauté SU cette année-là, et elle est majeure, avec beaucoup de changements au niveau du look. Et une arrivée remarquée de l'anti-patinage, une première pour Suzuki. Plus esthétique, plus technique, la seconde génération du V-Strom propose maintenant 99 chevaux. On retiendra surtout un gros couple disponible plus bas dans l'évolution du Twin en L. Petite évolution stylistique en 2017, moteur en 2018 pour passer la norme Euro 4, au niveau de l'équipement pour barouder en 2019. Avec les versions XT, on retiendra surtout l'évolution de 2020, qui marque vraiment l'arrivée de la troisième génération. Avec sa face avant, façon DR800, et son moteur Euro 5 passé à 1037 cm3, la V-Strom 1050 accueille également une dotation électronique dans l'air du temps. Les motos que nous testons aujourd'hui sont bien entendu des évolutions de ce modèle. Ok, donc on peut considérer qu'aujourd'hui c'est une quatrième génération parce qu'il y a quand même pas mal d'évolutions. On arrive avec une roue de 21 pouces à l'avant. Bon, celle à l'arrière, elle reste en 17 pouces, elle reste tubeless, alors que là, on a une chambre à l'avant. Bon, ok, on va voir ce que ça donne un petit peu sur la route. Par contre, ce qui va être pratique, c'est qu'on va pouvoir réparer plus facilement sa roue avant dans le tout-terrain. Et puis, pour guider une bécane dans le tout-terrain, c'est quand même mieux d'avoir une roue de 21 pouces. C'est également mieux d'avoir plus de débattement. Et c'est justement ce que nous offre Suzuki sur la DE. On gagne 10 mm de débattement. On est aux alentours de 170. Et on gagne également en garde au sol. La garde au sol est rehaussée. Ça montre quand même vraiment ses aptitudes TT, comme la hauteur de selle qui grimpe, vous allez le voir. La bulle, elle s'est raccourcie. Il y a plein d'évolutions. Je vais vous en parler un petit peu plus en profondeur maintenant. On va partir en immersion. Vous montez avec moi? Allez, c'est parti. Bon, et déjà sur cette standard, c'est assez homogène et universel. On est bien installé sur l'assise à 855 mm. Il y a du moelleux. Je sens aussi une bonne capacité d'amortissement de l'amortisseur à morteau, toujours avec son petit réglage de pré-contrainte via molette. Mais ça, depuis le début de la dynastie V-Strom, c'est quand même une super bonne chose. Il suffit de passer la main sous la fesse, hop, pour s'en rajouter ou s'en retirer un petit peu de la pré-contrainte. Ça, c'est vraiment cool. Et je suis super bien positionné pour voir cette nouvelle instrumentation. Elle est très bien réalisée. Alors, ce TFT couleur, déjà, il distille une luminosité qui fait que on a une visibilité parfaite dans toutes les situations. Il a une petite casquette pour le protéger des rayons du soleil. Basculement automatique jour et nuit. Je la trouve rigide. C'est ça qui doit donner un toucher de route assez convaincant, avec les suspensions qui sont vraiment mais très bonne facture. C'est dingue. De toute façon, la partie cycle, elle est très homogène, elle est incroyable pour une vieille bécane, pardon, pour une moto qui a plus de 21 ans aujourd'hui. Sincèrement, ça le fait toujours. Et ce qui le fait aussi, c'est ce moteur, ce V-Twin. Il est toujours à 107 chevaux, toujours 100 Nm de couple. Et qu'est-ce qu'il est sympa, qu'est-ce qu'il est rond, il a du caractère. Il n'y a pas trop de vibrations.
il toque un petit peu en bas hein, quand vous êtes sous les 3500 tours, sous les 4000 tours. Après, la montée est pas vraiment linéaire, elle est assez enthousiasmante jusqu'à 7000 tours minute. Très bonne connexion à la poignée électronique. Ça aussi, ça a été revu et je trouve que c'est pas mal. C'est très intelligent leur façon d'avoir modifié la transmission, allonger rapport 1 et 6, réduire le rapport final, ce qui fait que, ok, peut-être que la VMAX elle est moins dingo, mais est-ce qu'on a besoin de rouler à plus de 200 km/h? Je vous le demande. Bah non, on n'a pas besoin. En revanche, ce qu'on veut, c'est de l'agrément aux régimes usuels. Ah, dernier point au niveau de la transmission, le shifter qui apparaît sur la V-Strom 1050, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est quand même une quiétude à l'heure de passer les rapports, et puis c'est même très sympathique en mode sport, et comme je vous ai dit qu'elle pouvait y aller en mode sport, on est content de la voir, d'autant plus qu'il fonctionne parfaitement à la montée comme à la descente. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Il est très bien ce shifter. Et au niveau des assistances, anti-patinage, mais qui n'est pas relié à la centrale. En fait, après, il est également réglable sur 3 positions et on peut le mettre sur off. L'ABS, lui, en revanche, est relié à la centrale inertielle. Ça amène un petit peu plus de sécurité. ABS sur 2 positions qu'on peut mettre aussi sur off. Elle est bien balancée, cette meule. J'aime bien le freinage aussi, hein. C'est assez limpide, on a un très bon feeling, il y a du mordant. Attaque un petit peu forte, mais moi, c'est pas pour me déplaire. Le freinage est couplé maintenant sur la standard comme sur la DE, avant c'était que sur la XT, couplé au levier droit, donc quand j'actionne mon frein avant, ce qui fait qu'on a une toute petite plongée et qu'après ça se stabilise parce qu'on freine également de l'arrière automatiquement quelque part. Ça l'assoit, on aime ça. Allez, changement de couleur. Et ben d'emblée déjà pour monter dessus, c'est un petit peu plus complexe parce que la hauteur de selle est maintenant à 880 mm du sol. On est quand même très bien installé hein, comme sur la standard. Bon, sur la route ça change hein, par rapport à la standard, avec cette roue de 21 pouces à l'avant, plus d'inertie, plus de difficulté à rentrer en virage. Bon, elle est très progressive hein, sur la route, très progressive. Mais elle tient le paveton, elle est rigoureuse et puis elle est toujours aussi sympa en moteur et toujours aussi bien posée sur ses suspensions, même si là on a une fourche qui est un petit peu spécifique. J'avoue que la redéfinition de la bulle, là, un petit peu plus court, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas du tout gênant cette histoire. Là on voit tout l'intérêt du grand guidon, c'est qu'on a une meilleure maîtrise hein, de cette roue à l'avant qui passe plus facilement en tout terrain hein, que la roue de 19 pouces. En fait on gagne en précision. Voilà le grip des pneumatiques, forcément ça va parce que c'est un chemin hein, qu'on a choisi et pas une route hein, gorgée de boue. Alors là on gagne maintenant en débattement de suspension, on a 10 mm de plus par rapport à la standard. Sur les petits chemins il y a une bonne capacité d'amortissement, il y a une bonne garde au sol. On est content d'avoir le sabot en aluminium, on sait que ça protégera beaucoup mieux, ça c'est certain. Alors, activation du mode gravel, bien évidemment, où on a encore moins d'anti-patinage finalement que sur le mode 1 du TC, mais ça aide quand même à terminer des belles glisses et ça c'est plutôt rassurant. J'ai également mis mon ABS sur off, c'est la particularité aussi sur la DE. Off de l'arrière hein, évidemment, j'en garde sur l'avant, ce qui permet aux spécialistes de faire des petites glissouilles. Alors moi je m'y emploie, je m'y essaye, mais c'est quand même chaud, faut la retenir la bécane. Elle fait plus de 250 kg maintenant en version DE quoi. Sincèrement c'est quand même bien. Allez, je vais vous retrouver en plateau pour vous faire un petit débrief de fin, parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Le bicylindre en V de 1037 cm3 s'installe dans un châssis en aluminium, la DE possédant même un bras oscillant en aluminium. Cet ensemble est encadré par des suspensions signées Kayaba, avec à l'avant une fourche inversée au tube de 43 mm, entièrement réglable, et à l'arrière, un mono-amortisseur réglable en précharge. Entre le modèle standard et l'aventurière DE, la différence se fait ici au niveau des débattements.
La DE propose en effet 170 mm de course à l'avant et à 169 mm à l'arrière, soit 10 mm de plus que la version 1050 de base. Du coup, la garde au sol aussi évolue. Sous le sabot moteur alu de la DE, vous trouvez 190 mm, alors qu'il n'y a que 165 mm sous le sabot moteur en plastique de la version standard. Côté freinage, les deux machines peuvent compter sur un système d'étrier radio 4 pistons signé Tokiko, qui coiffe des disques de 310 mm. Bon, petit plateau de fin déjà pour vous montrer cette magnifique couleur, le bleu et blanc. Je trouve que ça lui va très très bien, c'est assez original. Et puis ça change du jaune, celle qu'on m'avait donnée pour cet essai. C'est pas grave, j'ai quand même pu tester en profondeur cette DE. Je trouve qu'elle est assez innovante, elle change vraiment. On a vraiment quelque chose d'un petit peu plus tout-terrain sans pour autant que ce soit trop tout-terrain. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de modifications par rapport à la version standard. J'ai oublié de vous parler de la chaîne renforcée également pour cette version tout-terrain. Il y a plein de petits aménagements, les protections de partout, le grand guidon, tout ça. Et finalement, il n'y a pas vraiment une grande différence de prix entre ces deux machines. Puisque celle-ci, aujourd'hui, elle est à 15 399 € et pour la 2, ils font compter 600 € de plus. Alors, est-ce que c'est cher? C'est plus cher qu'avant par rapport à ce qu'on connaissait sur le V-Strom et par rapport aux concurrentes. Finalement, les Suzuki, elles avaient vraiment ce rapport qualité-prix qui les mettait en avant. Aujourd'hui, on se rapproche d'une Africa Twin, par exemple, qui pour moi, je pense, est un petit peu la target, vu que c'est quand même celle qui allie, je pense, le mieux dans les maxi trail, la partie off-road et la partie route. Et bien, figurez-vous qu'une Africa Twin aujourd'hui, en version standard, c'est déjà 15 549 €. Donc finalement, il y a à peu près 100 € de différence pour la version standard. Et bon, Africa Twin, ça peut monter beaucoup plus, vous le savez, avec le DCT, les versions Twin Sport, avec les suspensions électroniques. Là, on est plutôt sur quelque chose de simple. Et finalement, c'est ça qui me plaît sur cette V-Strom, c'est qu'on n'est pas parti dans des délires, que ce soit en puissance, ça reste une machine à taille humaine, exploitable, beaucoup d'agréments justement sur toutes les plages usuelles. Je trouve que la redéfinition, la révision de la transmission avec une première plus longue, une sixième plus longue, mais une transmission finale plus courte, et bien finalement ça va donner beaucoup d'agréments là où on emploie le plus cette bécane, et ça c'est une très bonne chose. Et dans l'électronique, ils ne sont pas partis dans des délires incroyables, ils sont restés assez soft. J'aime beaucoup moi le fait que le traction control ne soit pas relié à la centrale inertielle. Il y a une centrale inertielle pour l'ABS en particulier, mais le traction control ne la prend pas en compte, ce qui fait qu'on n'a pas la frustration qu'on a avec les autres machines quand on se retrouve sur l'angle. Bon voilà, moi je trouve que c'est quand même une bécane qui est assez complète. J'ai envie de dire, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. C'est un petit peu ça quelque part, après 21 ans d'expérience, de fiabilisation. Et ben, le concept aujourd'hui, il reste très abouti. Et sur le segment, le V-Twin est quand même assez différent de ce qu'on peut trouver. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une bécane pour aller faire du tout-terrain? Pour moi, il reste encore un petit peu de poids à gagner. Donc du coup, j'attends avec impatience l'essai de la V-Strom 800 DE. Ça, c'est pour très bientôt. Je vous en parlerai prochainement. Bon, pour l'heure, si vous voulez avoir plus de détails sur mon essai, n'hésitez pas à aller sur motoservice.com, mais également sur motostation.com pour avoir tous les détails techniques. Bon, moi, pour ma part, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était sympa la Grèce, quoique quand même, conditions difficiles avec la neige et le froid. Mais bon, on est là pour ça et puis c'est que du bonheur, surtout là-dessus. Allez. Je vous fais une bise. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.